C'est pas bon, on va commencer. Bonjour à tous. Merci à ceux qui sont ici, à ceux qui suivent la direct YouTube. Donc, on a le plaisir d'accueillir d'abord ici pour cette première Benoît Boudou. Donc Benoît, il est maître de conférence à l'UT1, à l'Université toulousaine Capitole, depuis 2010. Il a été également chercheur IRD au sein de l'IRD en affectation à Hanoi, au Vietnam, entre 2018 et 2020. Et il est également membre de l'élite. Et sa spécialité, il s'occupe de modélisation et simulation à base d'agents. Et en particulier, il s'occupe de modélisation des systèmes socio-environnementaux et l'intégration d'agents complexes, donc agents BDI, agents prenant des décisions sur l'influence de l'émotion, et donc, ça. Donc aujourd'hui, j'ai oublié quelque chose? Non, ça va. Ça va, ouais, ça va. Compléterait. Ok. Donc aujourd'hui, le séminaire d'aujourd'hui porte sur deux projets qui ont été réalisés au Vietnam. Et en particulier, on va insister sur le projet Hoan Kiem Air. J'ai bien prononcé. Ça va. Et en particulier, on va s'occuper d'une simulation à base d'agents pour simuler la congestion du trafic et la pollution de l'air. Et c'est tout. C'est tout. Donc, merci. Merci. Donc, pour ceux que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas, c'est ce qui peut être normal. Donc, je suis maître de conf à Toulouse depuis 2010. Avant, j'ai fait ma thèse à l'ILAC. Donc, c'est l'IRIT, mais c'est un autre département. J'ai fait 2 ans de postdoc au Vietnam auprès de l'IRD. Je suis venu maître de conf à Toulouse. Et là, j'ai été 2 ans à l'étranger, donc au Vietnam, auprès de l'IRD. Et maintenant, je reviens à l'université. Donc, je travaille avec l'IRD depuis 10-12 ans. Et en particulier, une plateforme de modélisation et simulation à base d'agents qui peut s'appliquer à plein de domaines. Et on l'applique à plein de domaines. Et en particulier, un des buts de ces simulations, ça serait d'aller vers des outils d'aide à la décision, d'aide à la concertation, d'aide à la discussion, etc. Et donc, Hoan Kiem Air et Cityscope à Hanoï, c'est 2 projets qui vont vers cette direction en couplant ces simulations avec des outils tangibles, interactifs, des tables qu'on peut toucher, manipuler et regarder. Donc, je vais commencer par le premier projet qui est Hoan Kiem Air. Donc ça, c'est une photo de Hanoï, on va dire, le matin à 7h quand les gens vont au travail. Donc Hanoï, c'est la capitale du Vietnam. C'est environ 8 millions de personnes avec une urbanisation qui est ultra rapide, donc le type mégalopole d'Asie du Sud-Est, avec des problèmes qui vont avec, c'est-à-dire problèmes de trafic, problèmes de pollution. Donc c'était une des villes les plus polluées l'année dernière, avant qu'il y ait le Covid. Et en même temps, au centre de Hanoï, donc Hoan Kiem, c'est le district central de Hanoï, c'est le vieux quartier de Hanoï. Et au milieu, il y a un grand lac, le lac de Lippe. Et ils ont mis en place une zone piétonne, donc une zone où les véhicules sont interdits tout le week-end. Donc c'est un énorme succès populaire, un énorme succès touristique, etc. Voilà. Et donc, à gauche, c'est la zone piétonne actuelle. Donc, les routes en orange, c'est des routes qui sont fermées le week-end. Et comme c'est un grand succès à la fois touristique, populaire, et en même temps, ils ont l'idée que ça pourrait devenir une zone, donc LEZ, Low Emission Zone, donc une zone à basse émission de polluants. Donc, les autorités envisagent en tout cas de la développer. Et par contre, ils n'ont pas d'outils pour essayer de voir qu'est-ce qui peut se passer s'ils l'étendent en termes de trafic, de report de trafic et de pollution. Et donc l'idée de Hoan Kiem Air, c'est justement de proposer un simulateur qui fait ça.
en le couplant, comme je disais, avec un outil tangible, avec une table qu'on peut toucher. Donc là, c'est une photo donc ça a été présenté là à l'ambassade de France au Vietnam. On voit une maquette 3D de la zone centrale, impression 3D, et dessus est projeté en fait le modèle à base d'agents de trafic, pollution, voilà. Donc il y a la maquette 3D, il y a aussi une petite application Android pour interagir avec la simulation. Alors, la simulation. Donc déjà, c'est un modèle à base d'agents. Donc bon, la plupart d'entre vous savent que c'est que le modèle à base d'agents. Donc là, c'est sur les routes, on a des véhicules qui se déplacent. Donc c'est un modèle mésoscopique, c'est-à-dire on a des voitures individuelles, hétérogènes, motos et voitures, qui se déplacent. Donc il est mésoscopique parce que la congestion est gérée au niveau des routes. Donc on n'a pas trop besoin de s'embêter avec ça au niveau des véhicules. C'est les routes qui disent quand elles sont pleines. Plus elles se remplissent, plus elles vont réduire la vitesse des véhicules dessus. Donc ça, c'est notre modèle de trafic. Les véhicules, ils vont se déplacer et en se déplaçant, ils vont émettre de la pollution. Cette pollution, elle va être capturée par une grille qui va la gérer, la capturer, la diffuser. Et en termes d'affichage, ça va ensuite être répercuté sur les bâtiments. Les couleurs qu'on voit, du vert au brun, c'est les couleurs de AQI, Air Quality Index, qui sont assez classées. C'est les couleurs officielles du site de la ville. Et alors, je sais qu'il y a différentes échelles de couleurs. C'est celle qui est utilisée au Vietnam, celle-là. Donc l'idée d'un pas de simulation, ça va être que d'abord la route va gérer sa congestion, voir s'il y a beaucoup de gens ou pas, elle va se remettre à jour. Puis les véhicules vont se déplacer vers leur destination. Et une fois qu'ils l'ont atteint, ils vont en choisir une autre et se déplacer. Donc là, on a des hypothèses très fortes du type quartier fermé. On n'a pas de flux entrant, de flux sortant. On a un quartier fermé, on a des véhicules qui se déplacent au hasard. C'est dû au fait de limitation de données disponibles. On n'a pas de comptage, on n'a pas de données origine-déplacement, etc. Origine-destination, pardon. Et donc la troisième étape, c'est ces véhicules, quand ils sont déplacés, on va avoir un agent qui va gérer la pollution, qui va capturer cette pollution, la diffuser, la faire s'évaporer, c'est pas le bon terme, diminuer et se diffuser dans le voisinage. Et donc on répète ça à l'infini. En termes de données, on n'a pas été, donc c'est un petit projet, donc on n'a pas eu les moyens d'aller très loin dans les données. On a des données OpenStreetMap à la fois pour la simulation et pour la maquette 3D, donc c'est les mêmes, sauf que la simulation est restreinte au quartier central où il y a beaucoup de bâtiments. Pour la pollution, on a des tables, on a simplement pris des tables de la littérature, c'est-à-dire en fonction si c'est des motos ou des véhicules, de la distance parcourue. Pour chaque polluant, il y a une émission, un taux d'émission. Et ensuite, on a des données de type scénario qu'on veut évaluer. Donc, sans route fermée, la zone actuelle et le scénario, l'extension possible. On a également des vieilles données, c'est des données de 2010. Donc, la différence à Hanoï entre 2010 et maintenant, c'est presque, je sais pas, 40 ans à Toulouse, un truc comme ça, même si... Ouais, c'est à peu près ça. Ça a vraiment beaucoup évolué, mais bon, c'est les seuls qu'on a. Ça nous indique où est-ce qu'il y a des pics de trafic. Donc, le matin à 7h, à 11h et vers 17h. Donc, les deux premiers, c'est assez classique. Par contre, celui au milieu, il y a peut-être un peu moins. Et ensuite, on a commencé à tenter de récupérer les données de capteurs pour calibrer. Donc, je ne vais pas rentrer en détail, mais on a assez peu de données, donc la calibration... pour l'instant, c'est pas génial les résultats, mais en tout cas, on a tout pour. En termes de simulation, hop là. Donc ça, c'est un exemple avec le trafic journalier. Donc on voit ici l'heure qui avance. La quantité de véhicules va évoluer au cours du temps et on va voir que les couleurs on va le voir transparaître sur le niveau de pollution. Là, on est à 20h après le gros pic, donc il y a beaucoup de rouge. Là, on est la nuit, plus de véhicules, donc baisse des émissions de pollution. Et ça remonte à 7h du matin, 8h.
ça nous permet aussi de comparer deux scénarios. En haut, on a le scénario étendu et en bas, le scénario actuel, toujours avec ces données de trafic qui évoluent au cours de la journée. Si on laisse un petit peu, on voit déjà qu'on a bien une low emission zone. On voit bien qu'il y a du vert au milieu là-bas, tout en haut, parce que il y a moins d'émissions, il n'y a pas de véhicules qui passent, vu que c'est une zone fermée. Ce qui apparaît pas en bas. Par contre, on voit qu'il y a beaucoup plus de pollution qui est concentrée ailleurs. Alors, juste des résultats préliminaires qu'on est en train de publier. Alors, donc c'est le trafic journalier. Donc, j'ai pas mis l'axe du temps. Donc, le temps est par là. Et cette partie-là représente une journée. Donc, on voit bien les 3 pics de trafic. Tout en haut, c'est le maximum de pollution sur la zone. Au milieu, la déviation standard, donc en gros l'hétérogénéité spatiale. Et en bas, la moyenne. Donc, ce qu'on voit déjà, c'est qu'on retrouve nos 3 pics. On a quelque chose qui est assez stable. À part le premier jour, on va dire il y a un effet bootstrap, un effet remplissage des stocks de pollution. Après, on a quelque chose qui est assez stable. On n'a pas une augmentation de la pollution trop importante. Aussi, ce qu'on observe, c'est que en termes de couleur, on a 3 courbes en fait. Peut-être qu'on ne le voit pas bien, mais il y a 3 courbes qui représentent les 3 scénarios. Le vert clair, c'est pas de route fermée. Le violet, c'est le scénario actuel. Et le bleu mer, c'est l'extension. Ce qu'on voit, c'est que le scénario actuel influence pas énormément sur la pollution en termes de distribution ou de moyenne. Par contre, le scénario, la zone étendue, va beaucoup influencer à la fois sur le maximum, mais aussi sur la distribution spatiale, ce qui est normal. Donc ensuite, on a réalisé, donc ça c'était la partie simulation, on a réalisé notre maquette en 3D, donc on a pris les données OpenStreetMap. On a une moulinette qui nous permet d'obtenir des fichiers STL. On les a imprimés, on les a coupés, etc. On a notre maquette, l'application Android qui permet de contrôler le nombre de véhicules, contrôler le scénario, contrôler la visualisation aussi. On a une visualisation purement trafic, une autre purement pollution. Alors en pratique, la tablette, autant la maquette a bien marché, les gens sont attirés, ils y vont, ils regardent, ça les intéresse. Autant la tablette, ça a beaucoup moins bien marché. Donc, il faudrait voir avec des gens d'Ellipse, peut-être, pour avoir des méthodes d'interaction beaucoup plus adaptées. Et donc, c'est quelque chose qui a été présenté à plusieurs reprises. Ça a été laissé à l'ambassade de France au Vietnam. On l'a présenté aux journées de l'environnement auprès d'étudiants, de lycéens. Et donc là, c'est auprès d'autorités. Donc, c'était une journée où il y a eu Air Paris, donc la boîte qui fait les capteurs à Paris, qui est venue installer un capteur à Hanoï. Donc on a la présidente de la région Île-de-France. À gauche, on a le maire de Hanoï. Et à droite, on a le représentant IRD, qui s'appelle Alexis Drogoul et qui est aussi le développeur de Gamma. Voilà, donc c'est quelque chose qui a été présenté à différentes personnes, qui a attiré l'attention de différentes personnes. Et alors, au Vietnam, il y a ce qu'on appelle les comités populaires, donc c'est l'équivalent de mairie d'arrondissement. Donc la mairie d'arrondissement du centre-ville de Hanoï est intéressée pour l'installer dans son bâtiment principal, dans son bâtiment administratif, pour le présenter au public. Donc ça, c'est la prochaine étape. Voilà. Alors, ça, c'était la première application. On va dire que j'ai encore du temps pour faire la deuxième. Donc ça c'était voilà. La deuxième que je vais présenter plus rapidement, qui s'appelle Cityscope Hanoï. Alors déjà ce qu'il faut voir c'est que Cityscope c'est le nom d'un outil développé par le MIT Media Lab du groupe, le Citigroup. Donc là c'était vraiment une implémentation de leurs outils et une adaptation de leurs outils au Vietnam. Ok donc c'est toujours proche de Hanoï. On a Hanoï en haut à gauche.
on est dans le nord du Vietnam, c'est-à-dire le delta du fleuve Rouge, qui est un delta, donc une zone toute plate, qui a été énormément endigué, à la fois pour prévenir des inondations et pour l'irrigation. Et donc la zone qui nous intéresse, ce bassin de Bac Hung Gai, c'est cette zone-là, qui est un énorme bassin d'irrigation, avec plein de canaux, d'écluses à manipuler, etc. C'est un bassin qui est juste en aval de Hanoï, et dans une zone qui se développe industriellement énormément, donc problème de pollution partout dans l'eau, et il y a aussi toujours les problèmes d'inondation. Et donc l'idée, c'est que quand on parle avec les décideurs, donc la personne qui est la plus à droite, c'est on va dire le responsable du bassin, leurs outils pour gérer le bassin sont assez limités. C'est ce genre de carte murale, c'est ce genre de choses. Et donc l'idée, c'est d'aller vers des outils combinant simulation et table interactive, justement pour aider à la proposition de scénarios d'aménagement alternatifs. Donc on a fait encore une fois une simulation. Donc cette fois-ci, on n'a pas des véhicules qui se déplacent, mais on a de l'eau qui se déplace sur les rivières. Les ronds verts ou rouges sont des écluses, donc ils peuvent empêcher l'eau de circuler ou pas. Et on le voit mieux ici, il y a des points rouges qui apparaissent de ci, de là, qui sont de la pollution. Cette pollution, en fait, elle est émise par certains types d'occupation des sols. Donc, on a considéré 4 types d'occupation des sols: agriculture, riz, maraîchage, ville et industrie. Donc, c'est les zones avec l'industrie qui vont beaucoup plus polluer. Et donc, l'idée de cette table, c'est justement que les personnes puissent changer l'occupation du sol, donc réaménager le bassin, et jouer sur les écluses en les ouvrant et fermant. Donc là, on a une table où la personne peut manipuler des blocs, la couleur correspondant à un land use, à une occupation du sol. Et en déplaçant ces blocs, en plaçant des nouveaux, on peut changer, transformer un chandri en industrie, une industrie en chandri. Et on peut aussi ouvrir et fermer les écluses, cette fois-ci en tournant le bloc. Les couleurs qu'on voit par-dessus, c'est toujours un projecteur qui projette une simulation. Alors, le système, c'est quelque chose que développe le MIT Media Lab. Ouais, on ne voit pas beaucoup. Bon, c'est ce genre de choses qu'ils appellent Cityscope, qu'ils ont répandu un peu partout, notamment à Andorre. Ils ont fait beaucoup de choses à Andorre. Et donc, l'idée, c'est en haut, une table en 3D ou pas, en tout cas la table interactive, avec au-dessus un projecteur et sous la table un scanner. Et en fait, les blocs que la main qu'on voyait dans la vidéo présentait, vu du dessous, c'est cette carte-là. Donc on a un scanner qui lit ça, qui le traite, qui le gère, qui l'envoie à la plateforme de simulation, qui a une grille de l'occupation des sols, et qui s'en sert dans la simulation on n'a pas gardé cette grille-là, mais on est plutôt passé à des vraies données géographiques. Mais les couleurs ici correspondent aux couleurs ici. Et ces changements d'occupation du sol impactent la simulation. Si on rajoute beaucoup d'industrie, on verra la pollution augmenter. Si on en enlève, il n'y aura plus de pollution, ce genre de choses. Donc ça a été présenté, ça a été fait un peu plus tard, ça a été présenté pour les 60 ans de l'université avec qui j'ai beaucoup travaillé là-bas, l'université de Twilloy. Et notamment par rapport aux gestionnaires du bassin. Moi, j'ai fait rapide, très rapide. Donc, on m'a dit de faire 10 minutes, donc j'en ai fait 25, mais ok. Donc, c'est encore à l'échelle de preuve de concept, les deux projets. Donc, mais ça a montré quand même déjà que c'était possible, que ça avait un intérêt, ça attirait en tout cas les décideurs, en tout cas au Vietnam. Pour l'instant, on l'a fait qu'au Vietnam. Enfin, le MIT Media en a fait beaucoup ailleurs. En tout cas, au Vietnam, ça attire les décideurs, ce qui permet ensuite de discuter avec eux, monter des projets et d'aller un peu plus loin. Donc, ça les attire et ça permet de travailler avec eux.
Et ça peut être, l'idée aussi, c'est que ce genre de, alors peut-être passer de là, mais ces idées de simulation participative, interactive, qui vont très bien vers le grand public et les décideurs, ça peut être, alors, pour sortir les grands mots, une pierre sur l'idée de science de la durabilité, alors Computational Sustainability Science, on va le faire en anglais, ça fait plus joli. Et donc, à partir de ça, on a déposé récemment un projet de laboratoire mixte international, donc c'est une structure IRD pour faire monter un laboratoire au Vietnam, dans lequel l'IRIT est partenaire, et donc qui traite justement de cette idée d'être capable d'attaquer des problèmes de type Sustainability Science. Bon, c'est un peu un mot à la mode, en particulier à l'IRD, mais dans l'idée de représenter un système dans sa globalité et d'être capable d'aller vers les personnes qui vivent sur le terrain, les décideurs, leur montrer des simulations, leur faire interagir avec et provoquer la discussion. Et voilà, j'ai été super rapide, beaucoup trop rapide. Ça va ? Donc, si vous avez des questions, allez-y. Partez. Arrêtez de nous faire des trucs. Vas-y, je vais après. Ouais, je vais d'abord. Donc, Jean-François Léon du laboratoire d'aérologie à Toulouse. Et donc, moi, j'ai été très intéressé par le premier projet. Mais du coup, sur des villes comme Hanoï, les sources de pollution sont assez diverses quand même, je l'imagine. Il y a tout ce qui est le feu, les centrales charbon. Et par rapport à l'indice de qualité de l'air, est-ce que vous avez déjà une idée de qu'est-ce que représente la circulation par rapport au reste? Non. En fraction? Et est-ce que, justement, par rapport à la validation, c'est assez difficile si vous n'avez pas tout le reste? Oui. Donc Donc là, le discours, peut-être que j'étais un peu trop vite et que donc ce qu'on fait, c'est les émissions de polluants par les véhicules. Donc on est d'accord, il y a même tout le carbone suie, tous les grands courants saisonniers, les brûlis, les industries, etc. Et pour l'instant, on n'a pas de données. Alors déjà, il y a en ce moment beaucoup de discussions sur recenser toutes les sources au Vietnam, ce qui n'est pas totalement clair. Et l'impact de chacune n'est pas clair non plus. En particulier, on a vu que pendant le confinement au Vietnam, l'AQI à Hanoï a baissé à un moment et a très vite remonté alors que le trafic n'était pas reparti. Donc, oui. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on imbrique différentes modélisations. C'est quelque chose de plus régional. On a différentes sources. C'est vrai que la qualité de l'air dans la ville elle-même, c'est assez compliqué. C'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment intéressant, cette simulation. C'est plus l'émission, en fait. Et la répartition, la redistribution de l'émission. Et alors, peut-être la relation entre émission et concentration atmosphérique n'est pas toujours très évidente en fonction des polluants notamment. Parce qu'il peut y avoir des réactions chimiques, des choses comme ça qui font que c'est pas toujours très simple. Et juste un truc, j'aurais dû insister dessus en fait. Ces courbes, ça montre qu'on n'a pas seulement une redistribution de la pollution, mais aussi une augmentation globale de l'émission. C'est pas juste que il y a plus de pollution là où il y a plus de voitures et il y en a moins là où il n'y a pas de voitures, mais globalement il y en a plus qui ont été émises aussi. Mais on reste au niveau de l'émission par les véhicules sur la route. Le modèle, c'est GM, non? ABM? Gamma? Dans le modèle de... Gamma, c'est l'outil qui permet de faire plein de modèles différents. Et ça, donc c'est l'outil de simulation multi-agent, c'est ça? Ouais. J'ai bien compris, d'accord. Et c'est vous qui l'avez développé? C'est un groupe de personnes qui ont développé, ouais. D'accord, donc c'est un truc qui est basé sur un autre outil multi-agent, ou c'est quelque chose de totalement différent? C'est un outil de modélisation et de simulation. C'est pas basé sur un autre outil. Merci. Moi, je me demandais, par rapport à ton premier modèle, en fait, tu as parlé qu'il y avait quelques capteurs. Globalement, combien de capteurs vous avez par rapport à la circulation? Et je ne sais pas si mais par rapport à la pollution aussi, est-ce que vous avez des capteurs? Par rapport à là? Des données de pollution. De pollution? Oui, d'émissions dans l'air.
Alors, en termes de données, on a ça. Alors, ça, c'est toute la zone que j'ai simulée. Il y en a deux, un en haut, un en bas. Alors, ça doit faire 3 km peut-être à peu près. Mais en gros, on a très peu de capteurs. Il y a des campagnes, en particulier AirParif est censé faire une campagne de mesure à Hanoï. Demain, un jour, un état Plusieurs jours et essayer d'avoir des capteurs un peu plus... dans une ponctuelle, c'est pas quelque chose qui reste à demeure qui te permettrait de. Disons qu'il y a... Alors, Par exemple, je suis pas un expert, mais tous les sites montrent qu'il y a beaucoup de... Alors, il y a un réseau de capteurs qui est lâche, mais il y a un réseau de capteurs. Il y a plusieurs réseaux de micro-capteurs. Alors, les experts en pollution, je pense, diront que la confiance dans les micro-capteurs, le fait qu'il faut les recalibrer tout le temps, etc., font qu'on n'a pas trop confiance. Mais AirParif a installé un gros capteur dans l'ambassade. Alors, ils l'ont mis dans le jardin. Donc, ça permet aussi de comparer, de voir, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire ça, la vraie pollution, celle qui n'est pas tout de suite émise à la sortie du pot d'échappement. Voilà. Donc on a très peu de capteurs, effectivement. Les seules données vraiment qu'on a, c'est ça. Donc à l'échelle de l'heure. C'est en temps réel, on peut en avoir à l'échelle de l'heure. Et les valeurs d'émissions par les véhicules. Et après, sachant, comme on disait, que là-dessus, on ne sait même pas à quel point ces émissions impactent l'index global, vu tout ce qu'il y a d'autre. Vas-y. Nous, on l'a dit Vous avez l'exposition. position. Je suis loin, je suis de l'autre côté de la ville. On ne laissera pas sortir. Par rapport aux données d'initiation du modèle, donc ces données de trafic. Alors, non. Parce que j'avais entendu parler d'un autre projet sur Dijon qui s'appelait Scope. Swift. Non. Alors, il y a Switch, C'était- Miro. Non, c'était une Non, thèse. celui de Dijon, Nico. J'avais lu sur justement la simulation du trafic à partir de modélisation multi-agents, où il introduisait des méthodes de comptage de véhicules à l'intérieur. SCAUP, un truc comme Ouais, ça. c'est ça. Et du coup, est-ce que là c'est le même principe, c'est-à-dire que vous avez des données qui vous permettent d'initialiser ou c'est plus une autre Alors là, c'est ce qu'on a, c'est en gros une forme en disant il y en a plus à 7h, à 11h et à 17h. On n'a même pas repris les valeurs parce qu'elles sont complètement vieilles, obsolètes. On a juste ça. On n'a pas de données de comptage, on n'a pas de données origine-destination. On a juste des véhicules qui se déplacent au hasard dans un quartier fermé. Donc, on n'a pas de données. Alors, pour être franc, on n'a pas de données. Tu veux pas couper YouTube là? On n'a pas de données de trafic. On n'a pas de données. On a les données d'émissions, mais on n'a pas tout le reste de la pollution. Donc voilà. En gros, l'idée, c'était vraiment, on a quelque chose qui tourne, qui fait des choses cohérentes. On voit que la pollution est répartie. Enfin, l'émission est répartie plus ou moins de manière cohérente. Et après, l'idée, c'est d'aller voir, par exemple, le district d'Awankem pour essayer d'avoir des données type police, caméra, si on peut. C'est de mettre en place des campagnes d'enquête sur ménage-déplacement entre les quartiers, voire de comptage manuel. Voilà. Et ce dont tu parlais, donc c'est des collègues, a priori, qui travaille aussi sous Gamma et qui avait beaucoup plus de capteurs alors si je ne me trompe pas, trafic instantané sur des segments. de comptage. Ouais. Et il recrée le trafic à partir de ça. Et des bases de données genre Google, comme ça, c'est accessible ou c'est complètement. Les Google Maps, des trucs comme ça. Est-ce qu'il existe des bases de données internationales sur les déplacements? Pas que je sache. Je sais qu'en France, il y a une initiative sur des enquêtes de déplacement. Il y a un site qui est fait pour plusieurs villes françaises et quelques villes canadiennes. Un observatoire des mobilités. C'est pas observatoire des mobilités, mais c'est quelque chose comme ça, mais qui a plus des données origine-destination. Donc il n'y a pas à l'échelle individuelle, pas à l'échelle instantanée, on va dire.
Et des données de comptage de trafic ouvertes, j'en connais pas. Nico, Quand Google dit qu'il y a du monde sur notre route, c'est quoi comme données? C'est du civil? Qu'est-ce qu'il fait pour... Quand on voit sur Google Maps qu'il y a du trafic sur notre route et qu'il y a des données sur notre itinéraire, c'est quoi qui disent comme données? C'est pas des données que vous avez communiquées? C'est des données qui est d'accord et machin. Non, c'est une agrégation des données des téléphones mobiles qui sont accessibles sous réserve que les API sont payantes. Mais c'est des données qui viennent de producteurs privés et il n'y a pas de garantie de représentativité de l'intégralité de la population. Les données Google, c'est les utilisateurs Android. Il y a d'autres types de données de mobilité qui viennent d'opérateurs qui gèrent des applications sportives. C'est pareil, c'est des profils de gens qui sont sportifs, donc c'est pas forcément représentatif. Les seules données représentatives qu'on a sur le trafic au niveau national, c'est les plans enquête ménage déplacement. Et au niveau international, il n'y a pas vraiment d'équivalent INSEE qui fait ça au niveau national. C'est vraiment des initiatives locales. Voire, moi en Australie, c'était des retraités qui étaient payés pour compter à un carrefour le nombre de gens qui passent. Donc c'est vraiment de l'analyse qui est faite ponctuellement en fonction de besoins d'urbanisation ou d'obligations légales. Il n'y a pas encore de grandes sources de données open data. Mais il y en a ponctuellement sur des villes. New York a fait quelques données là-dessus aussi. Mais ça reste très ponctuel, quoi. Facebook aussi qui avait donné, ils avaient ils maillent la zone et ils sont capables de dire les gens se déplacent vers où. Et ils les mettaient à disposition pendant le Covid, mais on n'y a pas eu accès. Et si tu devais faire je ne sais pas comment tu pourrais faire, mais comment tu envisagerais, parce que fermer une partie de la ville, ça ne veut pas forcément dire que tous les véhicules qui bougent, ils vont bouger dans une zone plus restreinte. Ça veut dire qu'il y a des utilisateurs qui ne vont pas prendre les véhicules. Comment tu envisagerais, c'est peut-être compliqué comme question, mais je suis juste curieux, comment tu envisagerais une telle simulation? Le truc, c'est que si tu prends Hanoï et que tu fermes certaines routes à 7 h du matin, que les gens doivent aller travailler, je pense qu'ils iront travailler quand même. Il va y avoir des déplacements différents, c'est pas forcément avec un véhicule. Par exemple, si tu dis tu interdis la voiture, tu peux prendre le vélo, par exemple, tu peux aller à pied aussi. Prends la moto, ouais. Non, après, tu as le projet Switch sur les différentes options de mobilité partagées, etc. Oui. Mais là, je n'ai aucune. Mais, par exemple, sur Hanoï, ils vont bientôt, on espère, ouvrir un métro. Mais à ma connaissance, ils ne savent pas trop comment ça va impacter le trafic. Pardon ? Probablement, ils ne savent pas du tout. Non. Quand on est en contact avec une boîte qui fait du conseil en urbanisation sur les déplacements, etc., ça a l'air d'être très macroscopique et gros grain, quoi, les études d'impact qu'ils font. Nico ? Oui, après, en sciences sociales, il y a des leviers qui ont été identifiés sur pourquoi je préfère tel ou tel mode. Mais c'est pareil, c'est des enquêtes qui sont faites sur certains pays, c'est très culturel aussi. En France, les raisons pour lesquelles on choisit le vélo, c'est absolument pas les mêmes choses en Asie. En Asie, ils choisissent beaucoup plus le vélo, c'est le mode de transport principal. Donc c'est pareil, c'est du cas par cas, et là, on travaille avec les sciences sociales pour avoir des données d'enquête. Et après, on génère des populations synthétiques qui imitent ces distributions ou ces choix. De tous les problèmes de calibration et de validation du modèle, finalement, que tu avais avec le manque d'infos et des choses comme ça. Est-ce que vous avez regardé l'impact que ça pouvait avoir, c'est-à-dire quelle variabilité pouvait avoir, quelle sensibilité pouvait avoir tel paramètre ou tel autre On a un peu analysé déjà le hasard, parce que c'est des simulations stochastiques. Donc le fait que quand tu lances deux simulations, tu n'as pas les mêmes résultats déjà. A priori, c'est pas si sensible que ça au hasard. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce genre de choses sur l'impact des scénarios, voir comment ils impactent les émissions de polluants. On a fait quelques. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur
Variation ou justement ça permet d'avoir une confiance accrue dans le modèle? En titre personnel, on va dire une confiance accrue. Quand je vois déjà, par exemple, que tu n'as pas une courbe qui augmente après 10 jours, que tu n'as pas les stocks de pollution qui augmentent vers l'infini, c'est plutôt pas mal. Que les scénarios nous donnent ce qu'on attendait, c'est-à-dire que quand on ferme plus de routes, on a une plus grande, en particulier, hétérogénéité de la distribution spatiale de la pollution. Le fait qu'il y en ait plus, au final, plus d'émises, pour moi, c'est plutôt une nouvelle information qu'une confirmation. Voilà. Et tu avais parlé de l'aspect mésoscopique là, du modèle. Est-ce que là aussi vous avez étudié ou regardé le fait de passer à un autre niveau sur les résultats, je sais pas, d'être le problème, donc l'avantage du mésoscopique, c'est que ça conserve les agents individuels, les véhicules, motos, voitures. Et, pardon ? Le 1 pour 1, un agent, un véhicule. Là, un agent, un véhicule, différents types. Donc là, on a juste des motos et des voitures, mais au moins, on a ces deux types-là. Ils ont chacun leur destination, ils se déplacent indépendamment les uns des autres. Donc on garde cet aspect hétérogénéité. On n'est pas descendu au niveau microscopique parce que c'est plus compliqué de gérer la congestion au niveau microscopique. C'est-à-dire qu'il faut regarder devant s'il y a quelqu'un ou pas. Alors que de dire que la route sait si elle est pleine ou pas, ça simplifie beaucoup les calculs. Et au niveau, faire un modèle macroscopique à cette échelle-là... Ça veut dire quoi pour toi, macroscopique là? Ça veut dire qu'il y a des flux, qu'il n'y a plus d'individus et qu'il y a des flux. De route ou des choses comme ça. Ouais. Alors là, je ne suis pas assez expert dans ces modèles, mais ce qui est intéressant avec ces modèles-là, c'est qu'on peut interagir avec, ouvrir des routes, fermer des routes à volonté, et le trafic se réorganise, on va dire, en fonction de ça, sans refaire des gros calculs. Et tu as parlé de l'appli Android qui interagissait directement avec Gamma, c'est ça? Ouais. Techniquement, ça marchait comment? C'était Techniquement, tu un as serveur web qui un serveur MQTT au milieu. Enfin, en gros, tu as la machine qui a la simulation. Dessus, tu as un serveur MQTT. L'appli Android envoie des messages MQTT à... Donc l'appli Android est inscrit auprès du serveur. Tu as un agent Gamma qui est capable de s'inscrire auprès du serveur pour récupérer le message. Et il communique comme ça. Et donc il y a un agent en gros de la simulation qui est capable de changer le nombre de véhicules, changer les paramètres de visualisation en fonction de ce qu'il reçoit. Du point de vue Gamma, c'est un agent particulier ou c'est un agent comme les autres, les agents voitures, etc. Disons que c'est un agent qui a des capacités en plus, d'être capable de communiquer via un réseau. Du point de vue holistique, il n'y a pas un niveau différent ou... Non. Après, on ne l'affiche pas, on ne le fait pas se déplacer. Son comportement, c'est juste d'aller lire sa boîte aux lettres, quoi. C'est par programmation, par définition, qu'il a ce rôle-là. Ouais. Alors, t'as pas une voiture qui d'un moment à un moment se dit allez, c'est moi qui vais jouer le rôle d'aller me connecter au serveur. Et dernière, tu as dit que c'était pas des gros projets, tu as dit que c'était des POC. Ouais. Sous-entendu, il y avait peu d'efforts finalement là-dessus. Tu peux dire exactement ce que ça représente comme effort humain ou Alors, ça, c'est un financement de l'ambassade de France, c'est 5 000 € pour un an.
Il y avait un étudiant dessus? Il y a eu un étudiant, c'est un bachelor, mais en gros, il a fait le boulot d'un étudiant de master. Il a travaillé pendant 5-6 mois. Après, il y a déjà, j'en ai pas parlé, il y a déjà un modèle assez similaire qui a été fait sur Marrakech, pardon, qui s'appelle Marrakech. Donc il y avait une expertise pas loin, et voilà, donc c'est le boulot d'un étudiant auquel j'ai mis la main à la pâte aussi pour. Ce qu'il faut voir, c'est que tout a été. Bon, l'impression, c'est une boîte vietnamienne qui l'a fait. En dessous, il y a une boîte en bois, donc on a été dans la rue qui font les meubles en bois et on leur a demandé de faire la boîte, ce genre de choses. Mais donc le faire sur un campus toulousain au hasard, ça ne prendrait pas énormément de ressources, quoi. Et l'autre? L'autre, l'expertise pour faire la table, elle vient du MIT Media Lab. J'allais dire que c'est les Lego qui ont coûté le plus cher, mais peut-être pas quand même. Mais donc on avait des plans, donc on a fait faire toute la table. En fait, il y a une table en dessous. Là, il y a une table, on a fait faire. Voilà, on a une petite caméra en dessous qui lit les QR codes. On a un projecteur en haut qui projette. Ça a été aussi l'équivalent d'un travail de stage de master. Encadré, bien encadré, ça m'a quand même pris du temps aussi. Même si ça m'a amusé aussi. Merci. Par rapport au modèle des voitures, tu as dit qu'une fois qu'ils arrivaient à destination, ils choisissaient une autre destination. Ouais. C'est uniformément réparti dans la zone fermée ou ils choisissent n'importe quel point dans la zone avec la même probabilité ou il y a une probabilité différente? Alors, alors je réfléchis parce que je ne sais plus celle-là, lequel est là. On a fait les deux, c'est-à-dire qu'on a fait une version simple où il se déplace au hasard, totalement au hasard. En gros, il pioche une intersection et il se dirige vers l'intersection. C'était la première chose. Et on a fait une version où, en gros, ils allaient piocher avec une plus grande probabilité les intersections qui sont au bord. Justement pour essayer d'équilibrer avec le bord, sinon on a plutôt tendance à piocher au milieu. Et celle-là, j'ai un trou. Je ne sais plus si c'est l'un ou l'autre. Il y a des questions à distance? Il y a des gens à distance? Oui, il y en a quatre. Ah ouais? Ouais. On peut pas savoir qui c'est? Bah, il y a Carole, il y a celle du Cambrard et Guy, je crois. Vous avez deux questions à distance? Ils n'ont pas moyen de répondre. Oui, j'en ai. Ouais, je pose sur le chat. On voit tout de suite. On attend quelques secondes. A priori, non. A priori, non. Okay. Moi, j'avais juste une question. Peut-être je n'ai pas suivi tout, mais c'était sur l'histoire de la maquette. À un certain point, il y avait. Plus fort, s'il vous plaît. Oui, ah non, attends, avant. Ouais, ça. Mais ces maquettes, en fait, vous avez des idées comment? Sur quelle base? On a pris les données. On a pris ces données-là. Donc, c'est des fichiers, c'est des shapefiles, c'est des données vectorielles géographiques. Et donc, ils sont déjà carrés. Non. Donc, ça c'est la zone. Donc, c'est les données réelles, entre guillemets. C'est des choses qu'on récupère sur OpenStreetMap. Pour les bâtiments, c'est moi qui les ai dessinés à la main, un grand nombre. Donc, images satellites, logiciel de SIG, dessin à la main. Les routes, etc. Ensuite, pour chaque type de bâtiment, on leur a donné un attribut altitude. Donc les bâtiments, ça a été un nombre un peu au hasard pour la plupart, pour avoir une petite hétérogénéité. On a eu les routes qui étaient un peu creusées et on a eu un sol. Donc on a eu ces données shapefile et ensuite il y avait un ensemble d'outils. Alors on a expliqué tout le processus sur le site qui est capable de prendre ces shapefiles
et de les transformer dans des fichiers STL, qui est le format imprimante 3D, en coupant la zone par bloc de 16 par 16 cm. A priori, les imprimantes basiques, ils font du 20 par 20. Donc c'est mis sur 16 sur 16. Et voilà. Et donc on a des modèles 3D de chaque partie. Et autre question, c'était... Ah oui, j'avais pas eu. Non, désolé. Juste pour rebondir là-dessus, c'est par rapport à OpenStreetMap, par rapport à ton modèle de circulation, est-ce que tu prends aussi des informations de l'OpenStreetMap pour réguler en fait le trafic, genre s'il y a des feux, des ronds-points, des routes dégradées ou des choses comme ça en fonction de la vitesse des véhicules? Alors, on n'a pas pris les feux ni les ronds-points, on aurait pu prendre les routes à sens unique. Ouais. Sachant que dans la zone, il n'y en a quasiment pas. OpenStreetMap qui pourrait renseigner sur le régime des voitures en fait. Alors, si c'est un régime d'accélération, de ralentissement, parce que les facteurs d'émission vont changer vachement avec la façon dont on conduit la voiture. Alors là-dessus, c'est l'autre projet sur la NR Switch où là on récupère au niveau d'OpenStreetMap les données de vitesse et qu'on recalcule les données de vitesse effectives qui sont calculées. Et donc là, on a les phases d'accélération et décélération. C'est assez hétérogène, je trouve, dans OpenStreetMap. Tout n'est pas renseigné. Oui, et puis ça dépend de l'infrastructure. Ou des choses comme ça, mais pas forcément des... Mais après, là, si on pioche dans la littérature scientifique sur la modélisation du trafic, il y a une bible qui est faite par les Américains qui va donner pour tous les différents types d'infrastructures, donc dépendant du nombre de feux rouges, du nombre de priorités à droite, les vitesses moyennes effectives, ce qui permet après de recalculer une forme de distribution sur les voitures et donc de retrouver des phénomènes d'accélération, décélération ou de vitesse continue, et de retrouver une certaine variabilité où là on peut calculer l'impact du coup de l'infrastructure sur le trafic. D'accord. Merci. Moi j'ai pas de questions, me regarde pas. C'est pas pour... C'est quelque chose qui m'intéresse, c'est l'aspect des capteurs. Si, que tu as dit que vous aviez un problème de manque de capteurs, donc si vous avez pensé à quelque chose pour éviter ça, des méthodes... Je ne me fais pas de la pub, donc de la régression, des choses... Une interpolation entre deux capteurs, ce genre de choses. Je sais pas. On n'a pas énormément poussé de ce côté-là, vu le manque de données qu'on a par ailleurs pour lier tout ce qui est émis à tout ce qui arrive dans les capteurs. On n'a même pas de modèle météo, on n'a même pas du vent qui passe. Donc on n'a pas encore été jusque-là. Dernière question, c'est plutôt technique. Donc, les diapos sont disponibles, je crois. Sur YouTube. On va donner un lien, sinon. Il faut les mettre à disposition. Il y a des vidéos. Oui, mais c'est joli quand même. Non, mais beaucoup des slides sont pris de vidéos en fait. Non, mais je peux l'expliquer. Par contre, il n'y aura pas les vidéos dans les slides. Il y a la vidéo. Et aussi, on peut accéder. Il y a un repo public pour l'application Android. Pardon. C'est l'application Android. Il y a un dépôt public pour tout le projet en fait. Faudrait que je l'ai pas mis, faudrait que je le mette quelque part. C'est en gros OneKemer. Okay. OneKemer, GitHub, tu as l'appli Android, tu as le modèle Gamma et tu as l'explication tout détaillé pour faire le modèle 3D. Ok. Et après, en termes de publi, il y a un article dans une conférence et il va y avoir un article de numéro spécial journal. On vient envoyer. Ok, donc il n'y a pas de questions en plus. Donc merci à Benoît, merci à tous les autres députés ici, merci à Nicolas pour la mise en place de la direct et bon week-end. Merci à David.